Cube Radio. Ici Mathieu Bock-Côté et bienvenue aux Idées mènent le monde. Nous chercherons à comprendre, à travers le regard des intellectuels québécois et européens, les grands débats qui façonnent notre monde. Les intellectuels théorisent la politique et la commandent volontiers, mais plus rarement s'y engagent. Mais certains font le saut, et tel est le cas de mon invité d'aujourd'hui. Frédéric Bastien est un historien reconnu, auteur de nombreux ouvrages en histoire politique qui ont marqué la conscience collective québécoise, parmi ceux-là Relations particulières et la bataille de Londres. Il se présente actuellement dans la course à la chefferie du Parti québécois avec un programme qui se réclame d'un nationalisme décomplexé. Je le reçois aujourd'hui pour en savoir davantage sur sa vision de l'avenir du Québec. Frédéric Bastien, bonjour. Bonjour. Alors, une question première. Toujours un plaisir de vous revoir, mon cher Mathieu. C'est un immense plaisir. Merci de m'inviter. Alors, question première. Alors, normalement, en politique, on voit les gens qui se présentent comme députés, comme candidats, à la rigueur, qui sont nommés ministres pour ensuite se présenter comme députés. Mais assez rarement, un militant connu certes des milieux intellectuels, mais connu essentiellement, surtout et peut-être exclusivement des milieux intellectuels, décide de se lancer à la chefferie d'un parti politique. Qu'est-ce qui vous pousse aujourd'hui non seulement à vous engager en politique, premier élément, et deuxièmement, qu'est-ce qui vous amène à croire que votre vision, vous êtes le seul à pouvoir la porter et à vous présenter à la chefferie du Parti québécois? Mais ce qui a précipité, je dirais peut-être, pour moi, c'est cet éclatement, ou c'est le fait qu'on se soit fait laminer à la dernière élection, m'a convaincu qu'il fallait absolument amener du renouveau, il fallait amener une nouvelle vision, il fallait absolument mettre le cap vers une nouvelle direction et que je pense pas qu'il y avait d'autres personnes que moi. Il y aurait pu en avoir d'autres, mais en fait, j'ai sondé des personnes qui sont pas voulu faire le saut, qui étaient plus connues, qui auraient été plus à même d'amener le PQ dans la direction où moi je veux l'amener. Donc des gens qui partageaient ma vision, mais ces gens-là n'ont pas voulu faire le saut. Alors je me suis dit, si je n'y vais pas, mais personne va y aller, et cette vision qui est absolument nécessaire pour le PQ d'un nationalisme décomplexé, assumé, eh bien, il faut que quelqu'un la porte, et donc il faut que ce soit moi. Alors, un nationaliste décomplexé, la formule frappe, la formule plaît, mais la formule intrigue aussi. Alors, qu'entendez-vous par un nationalisme décomplexé? Deux éléments. En fait, qu'entendez-vous par un nationaliste décomplexé? Et est-ce que les autres candidats dans la course, selon vous, ou est-ce que François Legault, selon vous, sont des nationalistes complexés? Ben, moi, à mon sens, je vais vous donner un exemple de nationalisme complexé. À la dernière élection, le Parti québécois avait dans son programme de ne sélectionner que des immigrants qui parlaient déjà français. Donc, c'était une chose qui était dans notre programme. Et moi, j'avais fait un petit calcul. Si on prend seulement des immigrants qui parlent français, on va ramener l'immigration autour de 50 000 à 35 000, 30 000. Et moi, j'avais dit à M. Lisée, il faut parler de cet élément essentiel de notre programme qui est de choisir que des immigrants qui parlent déjà français et de dire qu'on pense que ça va ramener l'immigration à 30-35 000 immigrants. Mais M. Lisée a préféré faire campagne sur des lunchs gratuits dans les écoles, le Tinder du covoiturage, toutes sortes de choses tout à fait périphériques au débat sur l'identité du Québec, la sauvegarde de notre culture, etc. Et pour moi, ça, c'est un exemple on n'osait même pas parler de ce qui était déjà dans notre programme. Ça, c'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable de voir qu'on avait cette proposition qui était supérieure à celle de la CAQ, qui disait, nous, on va ramener de 50 à 40 000, sans élaborer sur les critères de sélection, d'ailleurs. Et nous, on n'a pas parlé de un élément qui nous aurait, je crois, mieux fait paraître que la CAQ, qui nous aurait rendu plus attrayants que la CAQ. Alors, vous avez évoqué tout de suite la question de l'immigration. Est-ce que pour vous, cette question de l'immigration est aujourd'hui centrale dans la redéfinition du nationalisme québécois? Longtemps, il y a eu une forme de censure ou de malaise qui l'entourait. Est-ce que pour vous, la refondation du nationalisme aujourd'hui passe nécessairement, on reviendra sur la question du multiculturalisme un peu plus tard, mais par une baisse significative des seuils d'immigration? Ben, l'immigration, c'est comme n'importe quoi. Il y a du pour et il y a du contre dans l'immigration. Mais moi, ce qui me semble assez absent du discours au Québec depuis plusieurs années, c'est
On présente l'immigration comme étant seulement bonne, n'ayant que des vertus, et il faudrait, selon une certaine rectitude politique, il faudrait toujours en avoir plus, et c'est toujours bon. Alors, la réalité, c'est que, voilà, il y a du pour et il y a du contre. Pour nous, Québécois, c'est quoi le pour de l'immigration? Le point principal, c'est que si nous choisissons une immigration déjà francophone, une immigration qui est éduquée dans des grandes écoles, dans des bonnes écoles, et donc une immigration qui va immédiatement s'intégrer au Québec sans qu'on ait à faire le moindre effort. Et si on fait cela, eh bien, on va renforcer le fait français au Québec. En ce moment, là, il y a un déclin du nombre de locuteurs de langue maternelle française au Québec, un déclin très dramatique. On est passé en bas de 80%, bientôt on va être à 70% de gens qui ont la langue maternelle française au Québec. Et même des statistiques Canada entrevoient peut-être un scénario où, dans un siècle ou un peu moins, on serait à 50% de gens de langue maternelle française au Québec. Donc, l'immigration, elle doit nous servir pour renforcer le fait français. Et si on a la bonne immigration, eh bien, elle va jouer exactement ce rôle. Mais évidemment, si on n'a pas cette immigration-là et qu'on fait venir au Québec des gens donc qui ne parlent pas français, qui n'ont pas un bon niveau d'éducation, eh bien, on ne choisit pas bien nos candidats à l'immigration et ils vont se tourner vers l'anglais, comme plusieurs le font déjà, et je ne les blâme pas du tout par ailleurs. Il y a 2% de francophones en Amérique du Nord. Donc, c'est essentiel d'utiliser les pouvoirs que M. Lévesque a gagnés en 1979, parce que M. Lévesque était très conscient de l'importance de l'immigration pour l'identité québécoise. On a fait cette bataille-là au PQ, on l'a gagnée. Donc, on doit utiliser ces pouvoirs pour renforcer le fait français. Donc, ça veut dire de se sélectionner moins d'immigrants, mais ceux qui correspondent au profil que l'on souhaite. Immigration, l'autre question à laquelle vous avez donné une grande importance, c'est celle de la laïcité. Et je me permets de la poser avec un angle particulier dans votre cas. Donc, vous avez plaidé depuis longtemps pour la question d'une charte de laïcité. La CAQ vient de la donner aux Québécois. Donc, il y a le geste politique d'affirmation de la laïcité a été fait. Premier élément, est-ce que pour vous, cette charte est suffisante ou est-ce qu'elle doit s'étendre davantage? Et deuxième question, qui est peut-être la plus importante de votre point de vue, mais vous me corrigerez si tel n'est pas le cas, est-ce que cette charte peut survivre dans un environnement politique et constitutionnel qui est celui du gouvernement des juges, du primat de la charte de 1982? Est-ce qu'il est possible pour cette charte de la laïcité d'être autre chose qu'une victoire provisoire pour les nationalistes québécois et pour le Québec dans l'environnement constitutionnel canadien? Oui, il y a beaucoup de choses à dire sur la laïcité. La première que je dirais, puisque là, dans le débat récemment avec ce qu'il y a eu avec l'assassinat aux États-Unis de George Floyd, avec tout ce qui s'est passé, on a été taxé avec cette loi 21 de racisme systémique. Alors, une nouvelle occasion de casser du sucre sur le dos du Québec. Donc, la première chose que je voudrais dire, c'est que la laïcité, c'est une mesure inclusive et égalitariste. Elle met toutes les religions sur le même pied et elle sort la religion de la sphère publique. Elle protège l'État de l'influence du religieux, elle protège les individus de la religion et elle permet la liberté de conscience. Alors, c'est tout sauf du racisme. Ça n'a absolument aucun rapport, ou de l'intolérance, ou de l'exclusion. C'est exactement le contraire de ça. C'est quelque chose qui inclut, qui unit, qui nous permet de faire société. Alors maintenant, la CAQ a fait, à mon sens, un pas dans la bonne direction, incontestablement. Elle a fait sauter un peu un verrou parce que c'est le premier pas qui a été donné. Mais moi, je pense qu'il faut aller plus loin. Alors moi, je me suis engagé à étendre, par exemple, l'interdiction des signes religieux à tous les niveaux dans le domaine de l'éducation. Et je me suis également engagé, évidemment, si je deviens chef et si on est élu par la suite, à interdire les accommodements religieux. Donc moi, je crois qu'il faut renforcer la loi 21. C'est absolument essentiel. C'est un premier pas, mais ce premier pas est insuffisant à mes yeux. Donc il faut aller plus loin pour achever le travail qu'a commencé la CAQ. Et évidemment, cette loi 21, elle est attaquée par les fédéraux. Elle est attaquée par les multiculturalistes canadiens. Il y a des forces formidables qui sont engagées pour torpiller la loi 21, pour la faire invalider. Et donc, est-ce qu'on va être capable de la défendre? Moi, je doute sincèrement de cela. J'espère que oui, mais même avec la clause dérogatoire qui protège partiellement la loi 21 d'une invalidation par des juges fédéraux
en vertu de la charte canadienne qui nous a été imposée. Bien, malgré ça, moi, je crains que la loi 21 soit invalidée par les juges fédéraux. Et moi, d'ailleurs, je n'ai de cesse que de critiquer ces juges fédéraux, qui sont évidemment choisis par le fédéral, qui partagent l'idéologie multiculturaliste canadienne, qui viennent tous plus ou moins du même terreau, à quelques exceptions près, et qui partagent cette idéologie, qui sont très, très hostiles, évidemment, à la loi 21. Donc tout ça, ça me ferait craindre vraiment, ça me fait craindre pour la pérennité de la loi 21. Alors, il y a un contraste ici entre, on pourrait dire, votre vision du projet national et la tendance dominante du souverainisme depuis au moins une vingtaine d'années. Vous posez la question du régime. C'est-à-dire, souvent, les souverainistes nous disent l'indépendance, oui, pour faire une société X, une société Y, plus... on connaît la liste, le fameux projet de société dont on nous parle beaucoup. Mais rarement poser la question du régime, de quelle manière le régime canadien étouffe, ou à tout le moins limite, ou à tout le moins contraint la liberté politique du Québec, le droit du Québec de définir ses propres choix dans les pouvoirs qui sont laissés dans le cadre fédéral. Est-ce que vous considérez que la question du régime a été abandonnée chez les souverainistes depuis 20 ou 25 ans, peut-être même davantage, ou est-ce que, dans votre point de vue, vous inscrivez dans une continuité que cette question-là n'a pas été abandonnée depuis, on pourrait dire, 1995? Moi, je pense que depuis, je dirais, M. Bouchard, la question du régime a été abandonnée par les souverainistes et un peu avant le PQ, elle a été abandonnée aussi par les fédéralistes québécois. Alors, il y avait deux façons, cette question du régime se posait de deux façons. Les fédéralistes, à Robert Bourassa, contestaient le régime en voulant obtenir une modification constitutionnelle et s'opposaient au rapatriement de 82, à la Charte des droits. Et donc, ils ont contesté ce régime fédéral, le régime de 82 en particulier. Et les souverainistes, évidemment, s'y opposaient en voulant déclencher un référendum sur la souveraineté. Donc, en voulant l'indépendance complète. On avait les deux options de contestation du régime. L'une et l'autre contestaient le régime, évidemment, l'une moins que l'autre, bien sûr, puisque l'indépendance était une rupture avec le Canada totale. Mais après 95, les libéraux provinciaux, et même avant, ont totalement abandonné toute velléité de contester le régime fédéral. Ils ont dit, voilà, nous, c'est le statu quo maintenant. On se contente de ça. Ils l'ont jamais dit comme ça, mais c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont agi, ils ont posé des gestes qui indiquaient clairement que pour eux, maintenant, c'était le statu quo, qu'ils avaient dénoncé durant des décennies, de peur de nourrir le mouvement souverainiste à nouveau avec un nouvel échec. Ils ont totalement tué leurs revendications. Et de l'autre côté, les souverainistes, eux, ont eu l'idée que, bon, voilà, avec M. Bouchard, ça a commencé avec le déficit zéro. Alors voilà, on va faire le déficit zéro. Après ça, on va relancer la souveraineté. Et après ça, on a dit, ah oui, mais là, les gens sont peut-être pas prêts. On a fait une espèce de danse autour du référendum en se disant, bon, quand est-ce qu'on fait un référendum? Mais on ne posait plus vraiment la question du régime. Alors, parce que les circonstances se prêtaient plus à un référendum, les gens étaient moins, la ferveur n'était plus là, quoi. En gros, la ferveur s'est peu à peu estompée. Et on était dans la logique du tout ou rien, en fait. C'est ça que je devrais dire au Parti québécois. On se disait, ben voilà, on attend les conditions gagnantes, et puis d'ici là, ben, on va parler de n'importe quoi, de tout et n'importe quoi, de toutes sortes de choses, mais on parlera pas de la question du régime, parce que nous, on veut la souveraineté, puis le référendum, puis si on n'a pas les conditions gagnantes, ben en attendant, on fait d'autres choses. Ça a été ça notre grave erreur. Alors, pendant qu'on faisait d'autres choses, ben, on a perdu du vote à QS, on a perdu du vote à la CAQ, et on a perdu des deux côtés, à gauche et à droite. Donc, quand on promettait quelque chose pour gagner les électeurs de la CAQ, on perdait du vote à QS. Quand on promettait quelque chose pour regagner des gens qui étaient allés à QS, mais on perdait à la CAQ. Et là, on tournait comme un chien qui tourne après sa queue. Là. On cherchait à faire la quadrature du cercle. Et pendant tout ce temps-là, donc, on était sur le débat gauche-droite et on ne posait plus la question du régime. Donc, moi, mon plan, il est simple. On doit forcer une négociation constitutionnelle dans un premier mandat. Et ça, on a le pouvoir de le faire. Et c'est comme ça qu'on va contester le régime. On va contester le régime en disant, nous voulons négocier une nouvelle entente constitutionnelle. Alors, et vous allez être obligé de venir à la table des négociations parce que nous avons le pouvoir, toutes les provinces ont le pouvoir de forcer une négociation constitutionnelle. Et après ça, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Si on a des gains à faire qui sont sur la table, on va les prendre, comme nous l'avons fait dans le passé.
comme M. Lévesque a fait des gains, comme on parlait tout à l'heure de l'immigration. M. Bouchard a gagné des pouvoirs aussi quand il était premier ministre, incluant suite à une réforme constitutionnelle. Et donc, on va tenter de faire des gains, on va faire des gains et il va se passer quelque chose. Donc, premier mandat, constitution, deuxième mandat, référendum. Bing bang. Bing bang, moment de politique fiction néanmoins. Frédéric Bastien devient chef du Parti québécois. Frédéric Bastien réussit, à la surprise de tous, de replacer le Parti québécois au cœur de la vie politique québécoise. Frédéric Bastien parvient même à se faire élire premier ministre du Québec. Et Frédéric Bastien réussit dans ce scénario à réussir à avoir des négociations constitutionnelles à partir de la stratégie qu'il propose. Et bing bang, le fédéral accepte de concéder certains des pouvoirs que vous espérez obtenir. Le fédéral vous concède, parce que vous avez réussi à vous allier avec l'Alberta et Terre-Neuve, qu'en sais-je, vous réussissez à obtenir des pouvoirs pour le Québec. Est-ce qu'une fois que vous avez obtenu ces pouvoirs-là, est-ce que vous signez la Constitution et vous dites, bon, ben c'est réglé, parce qu'on a eu satisfaction pour nos demandes dans la fédération, ou est-ce que vous dites, bon, maintenant qu'on a ça, on signe quand même pas la Constitution et on fait quand même un référendum? Est-ce qu'il n'y a pas là une forme de faille dans votre raisonnement, dans votre proposition? Mais mon cher Mathieu, nous avons déjà eu cette discussion dans le passé. Alors, la réponse, bien entendu, c'est non. Alors, il faut faire comme les patriotes irlandais ont fait. Moi, c'est un modèle qui m'inspire. Il faut faire, je vais citer en exemple 2 cas. Il y avait un leader irlandais au début du 19e siècle, il s'appelait Connolly, je me souviens plus de son prénom, qui, donc, évidemment, voulait l'indépendance d'Irlande. Mais là, il y a eu la possibilité pour avoir le droit de vote pour les catholiques. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait, les patriotes irlandais? Est-ce qu'ils se sont dit, ben nous, on veut pas réformer le Royaume-Uni, là, pour donner le droit de vote aux catholiques? Ça nous intéresse pas. Nous, on est des purs, on est des vrais. On veut l'indépendance de l'Irlande. Donc, on n'en veut pas du droit de vote aux catholiques, là. Ben non, bien sûr que non. Ils ont pris le droit de vote parce qu'il y avait la possibilité de faire ce gain et ils ont voté pour le Bloc irlandais à Westminster. Donc, il y avait une cohorte. Le Bloc québécois à Ottawa, on n'a pas inventé ça, là. C'est les Irlandais qui ont inventé ça. Donc, et évidemment, ils ont continué la bataille pour faire d'autres gains. Et là, en 1922, là, la Grande-Bretagne était prête à faire d'autres concessions, mais là, les Irlandais voulaient une république indépendante de l'Irlande, ils voulaient l'unité de l'Irlande, etc. Et là, les Britanniques ont mis sur la table, il y avait une guerre, là, c'était quand même assez dramatique, ils ont mis sur la table une proposition pour faire de l'Irlande du Sud un dominion. Alors, ils étaient pratiquement indépendants, mais pas tout à fait. Ils gardaient la reine, ils n'étaient pas une république, et le Nord, ce qu'on appelle l'Ulster, restait britannique. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils se sont dit, là, leur grand chef, Michael Collins, il a dit aux Irlandais, ça, ce gain-là, là, il est très important. On doit le prendre. On ne peut pas refuser de faire ce gain qui est soit. On va le prendre et on va continuer la bataille après. Avec cette nuance, si je peux me permettre, sans verser dans l'histoire de l'Irlande, qu'une guerre civile qui naît autour de ça parce que certains disent on n'accepte pas cette demi-indépendance et on va se battre jusqu'au bout. Oui, mais les Irlandais ont voté massivement pour le traité. Pour le traité. Mais je relance quand même. Je vais juste finir mon point là-dessus, c'est que 20 ans ou à peu près 20 ans plus tard, ils sont devenus une république. Ils ont chassé la reine d'Angleterre. Et à la dernière élection, en 2019, une majorité nationaliste qui a été élue en Irlande du Nord, majorité des suffrages et majorité des députés. Donc, le jour n'est peut-être pas si loin où l'Irlande du Nord va rejoindre la République d'Irlande. Alors, je vous entends, je vois l'importance de... Donc, chaque gain sert à faire d'autres gains. J'entends ce que vous me dites, mais je pose quand même la question formellement. Vous demandez 12 pouvoirs, vous en obtenez 8. Je donne un exemple comme ça. Est-ce que vous signez la Constitution? Pourquoi on la signerait? Parce qu'on dit à la condition d'obtention de ces pouvoirs, c'est de signer le nouveau texte constitutionnel. Ben non, on peut pas signer. Ça a été un coup d'État perpétré par les juges fédéraux, par Pierre Trudeau. Donc, en gros, vous demandez les pouvoirs, vous les obtenez, mais ensuite, vous ne signez pas. Bien, il n'y a rien qui... Les pouvoirs qu'on demandera, on verra. Il faudra voir. J'aurai des choses à dire plus précisément au fur et à mesure de la course là-dessus, mais... ce qu'on va demander va pas nécessairement toucher que la question de la loi constitutionnelle de 1982. Là. Je veux dire, il y a d'autres choses dans la Constitution que la loi constitutionnelle de 82. Donc, ça peut toucher la Constitution de 1867. Ça peut, on peut formuler des demandes qui vont pas seulement toucher à ce qui s'est passé au moment de 82. Évidemment, c'est sûr que ça va nous intéresser de parler de ça. Mais la Constitution, c'est plus large quand même que la Charte canadienne. Donc,
Alors, pour moi, de toute façon, les deux questions signées 82, on va jamais signer ça. On va jamais signer ça. Ce texte-là devrait être abrogé. La Constitution de 82, elle est nulle et non avenue en ce qui me concerne. Elle n'a aucune légitimité. On devrait la sacrer aux poubelles. Charte des droits de Trudeau inclus. En commençant par la Charte des droits. Alors, dans cet esprit, vous proposez un nationalisme, donc, d'affirmation non pas dans le régime fédéral, mais en acceptant les paramètres qui sont les nôtres en ce moment, sachant qu'un référendum sur l'indépendance n'est pas possible immédiatement. Contestant le régime fédéral de façon réelle, pragmatique, pas seulement avec des beaux discours, comme j'ai fait avec la loi 21. Moi, c'est ça que je fais avec la loi 21. Je pose des gestes. Je dénonce les juges fédéraux. Tu sais, je porte plainte. Je vois, j'observe ce qu'ils font et puis je les dénonce le moment venu. Et ça les force à être sur la défensive. Hein. Je vous signale que la Cour suprême s'est abstenue d'entendre une cause où on lui demandait de suspendre la loi 21. Il y a quelques mois de cela, suite à la plainte que j'avais faite contre Mme Duvaleslar. Donc, je pense que la guérilla que j'ai menée contre les juges fédéraux, parce que c'est ça aussi, contester le régime, je pense que la Cour suprême, que j'ai aussi beaucoup critiquée, justement, à ce moment-là, eh bien, ça porte fruit. Alors, vous proposez une nouvelle stratégie nationaliste, un nouveau parcours nationaliste. Vous butez néanmoins sur une situation, c'est-à-dire, depuis, il y a eu une forme de lent remplacement du Parti québécois par la CAQ depuis, on pourrait dire par la CAQ, d'abord la DQ, ensuite la CAQ, depuis 2007 on pourrait même dire depuis 2002, si on tient à remonter au premier moment où il y a eu un basculement, jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que pour bien des Québécois aujourd'hui, leurs aspirations nationales, leurs aspirations nationalistes même, trouvent une satisfaction relative dans le discours et la politique caquiste? Autrement dit, est-ce que vous n'avez pas l'impression que l'espace politique qui reste au Parti québécois est moins celui de cette ruse constitutionnelle que vous proposez que celui d'une forme d'indépendantisme classique, c'est-à-dire très affirmatif, parisiste pour le dire ainsi. Est-ce que votre stratégie ne risque pas d'être non pas invalidée, mais neutralisée par le fait que la CAQ occupe déjà l'espace de ce type de nationalisme? D'abord, je vais juste revenir sur l'expression que vous avez employée. Vous dites ruse constitutionnelle. Je veux dire, il n'y a pas de ruse là-dedans. Là. On se fait dire qu'on nous aime dans le reste du Canada, qu'il y a de la place pour le Québec et puis qu'on a notre place dans le Canada. Mais moi, c'est très bien. Moi, je veux dire, je vais prendre ces gens-là au mot. Je veux dire, ah oui, vous trouvez qu'on a notre place, mais c'est parfait, ça. Justement, on veut négocier pour parler du Québec. Alors, je veux dire, s'il y a de la bonne foi dans le Canada, on va dans le Canada anglais, au fédéral, on va le voir. Je veux dire, on va leur donner l'occasion de joindre le geste à la parole, si je puis dire. Et plutôt que, d'habitude, on dit quoi, joindre la parole au geste, mais enfin, bref, le geste à la parole. Et pour ce qui est de la CAQ, je vous dirais que, en mathématiques, on dit 1 est infiniment plus grand que 0. Alors nous, au PQ, malheureusement, on a vraiment, au niveau de l'offre d'un programme nationaliste, on a beaucoup régressé parce que justement, on a été dans l'attentisme. On a été dans le tout ou rien. Moi, je préfère avoir rien et attendre le grand soir. Et là, soir après soir, ça a été une succession de petits soirs pour nous, de plus en plus petits soirs. Et donc, les Québécois, eux, n'étaient plus très intéressés à nous écouter parce qu'on ne posait plus la question du régime d'une manière qui pouvait les interpeller. Et donc, la CAQ s'est emparée de ce que nous avions abandonné. Mais je veux dire, c'était pas écrit dans le ciel, tout ça. C'est parce que nous avons aidé la CAQ. Nous n'avons pas pris les bonnes décisions pour incarner, justement, le nationalisme québécois. Et donc, les Québécois qui étaient nationalistes, qui étaient de gauche, sont allés à QS, et les Québécois qui étaient nationalistes, qui étaient plutôt au centre ou à droite, sont allés à la CAQ. Et il nous reste malheureusement un petit noyau au PQ, mais on en a beaucoup perdu. Et donc, moi, ce que je dis, c'est qu'il faut à nouveau redevenir une grande coalition nationaliste en allant à nouveau convaincre tous les nationalistes de revenir au Parti québécois et refaire cette coalition. Et la seule façon de le faire, et je suis le seul qui propose ce plan-là, c'est de contester le régime fédéral à travers une négociation constitutionnelle. C'est très simple à faire. Tout ce dont on a besoin, c'est une majorité de députés à l'Assemblée nationale. Et les Québécois s'attendent à ce que leur gouvernement national fasse la bataille de la nation. Alors, vous touchez ici une question importante autour du thème constitutionnel. Alors, s'il est un lieu commun,
peut-être faux, probablement faux, qui s'est imposé au Québec depuis les années 90, et surtout depuis 95, c'est que la Constitution n'intéresse pas les Québécois. C'est-à-dire, globalement, la souveraineté pourrait encore les intéresser à la manière d'un idéal lointain. L'identité les intéresse manifestement. On l'a vu avec des questions comme la laïcité, l'immigration, la langue. On aura l'occasion d'y revenir dans quelques instants. Mais la Constitution semble être un mot qui était frappé d'anathème, presque comme référendum à certains égards. Est-ce que, pour vous, ce manque d'intérêt pour la Constitution au Québec, est-ce qu'il est artificiel? Est-ce qu'il est possible facilement de ranimer l'intérêt pour la Constitution? Qu'est-ce qui vous amène à croire que la stratégie constitutionnelle que vous proposez n'est pas vaincue d'avance? Ben, d'abord, le désintérêt pour la Constitution au Québec que vous dites, là, il est faux. Il n'y a pas de désintérêt pour la Constitution. Alors, ce sont les fédéralistes qui, depuis des décennies, cognent sur ce clou-là. Le premier, ça a été Jean Chrétien, à l'élection de 93, où il disait « Le chômage, la Gaspésie, là, la Constitution, ça ne lui dérange pas! » Alors, c'est ça qu'il disait. Et puis, lui, il voulait pas en parler, évidemment, parce que les fédéralistes savent que si on parle du statut politique du Québec dans le Canada, ils vont être sur la défensive. Ils risquent d'être sur la défensive. Alors, ils nous ont endormis avec ça. Ah, ça intéresse pas. Dormez. Et donc, le plus grand malheur, c'est que les souverainistes ont fini par faire leur ce paradigme des fédéralistes. Ils disent, ah, c'est vrai, faut pas parler de ça, faut parler des vraies affaires. Nous autres aussi, on va parler des vraies affaires, puis c'est comme ça qu'on va vendre la souveraineté, en parlant des vraies affaires. Fait que là, évidemment, on s'est tiré dans le pied, on a scié la branche sur laquelle on était assis. Alors, par exemple, je vais vous donner un exemple, la Constitution. En vertu de quoi la loi 21 est-elle contestée en ce moment par les fédéraux, par les multiculturalistes canadiens, par la Lord Reading, l'association de juristes, par la English Montreal School Board, par l'Association des Canadiens musulmans et toute une pléiade par la Commission canadienne des droits de la personne, une pléiade d'organismes, certains financés par Ottawa, d'autres indépendants, bref. En vertu de quoi est-ce qu'ils veulent abattre la loi 21, torpiller la loi 21, détruire la loi 21, en vertu de la Constitution, évidemment. Les juges, les avocats, en ce moment, cette semaine, j'étais au palais de justice, justement, à propos de la loi 21. Alors, c'est en vertu de la Constitution que tout ça se discute. C'est en vertu de la Constitution que le gouvernement de la CAQ tente, maladroitement, me semble-t-il, de défendre la loi 21. Alors, si vous voulez un exemple pour dire que la Constitution, ça n'intéresse pas les gens, mais prenez la loi 21. Alors, vous parlez de stratégie constitutionnelle, vous parlez d'un renouveau du nationalisme québécois. J'aimerais vous amener sur la question de ce qu'on va appeler le grand contexte. Dans le grand contexte dans lequel nous évoluons aujourd'hui, le nationalisme des années 60 s'inscrit dans le contexte de décolonisation, de fracture des empires européens. Et certains situaient le nationalisme québécois dans cette dynamique, avec l'idée qu'il fallait décoloniser le Québec en le conduisant jusqu'à l'indépendance. C'est un discours qui était partagé de Marcel Chaput à Pierre Vallière, qui était porté par René Lévesque. C'était une forme de paradigme global. Au début, dans les années 90, le contexte constitutionnel canadien est presque plus fort que le contexte global. C'est tout l'héritage de 1982 et l'échec de l'absence du Québec dans la Constitution qui va créer le contexte large de 1995, le référendum. Dans les années 2000, la question de la mondialisation prend vraiment beaucoup de place. Et là, on se dit, comment peut-on créer un nouveau pays souverain au moment où les frontières s'abolissent? Et là, c'est là que les arguments à la Jacques Parizeau sortent en disant, eh bien, un petit pays peut fonctionner dans la mondialisation à condition d'avoir un grand marché et la souveraineté nous permettra d'avoir accès aux organisations internationales où se prennent les décisions aujourd'hui. C'est un tout nouveau contexte dans lequel on évolue aujourd'hui. On parle à la fois donc de la renaissance des mouvements nationalistes à l'intérieur des pays européens, je pense à la Catalogne, je pense à l'Écosse, des mouvements nationaux qui remettent en question des vieux États établis. Il y a aussi la question du populisme qui émerge un peu partout, la question identitaire qui perce un peu partout en Europe, que certains mouvements populistes très critiquables, d'autres qui portent des revendications qui sont appréciées. On pense au Brexit aussi. Alors, de quelle manière définissez-vous aujourd'hui il y a la pandémie, si je peux me permettre d'ajouter, qui a remis de l'avant la question des frontières, la question de l'État-nation, la question de la protection. Donc, pour vous, comment définissez-vous aujourd'hui le contexte dans lequel s'inscrit le nationalisme québécois et de quelle manière doit-il se positionner par rapport à ce contexte? Ben pour moi, la question du nationalisme québécois, elle se pose de la même façon à travers les siècles, à travers les âges.
c'est indépendamment de toute autre conjoncture, c'est la question de la survie du peuple québécois dans l'Amérique du Nord ou dans le Canada britannique et aujourd'hui indépendant. Donc, pour moi, l'indépendance est la meilleure façon d'assurer la survie de notre peuple. Et indépendamment de toute autre conjoncture, ça va rester, à mon sens, la meilleure solution pour assurer la survie de notre peuple. On fait l'indépendance parce qu'on veut être majoritaire, on veut avoir tous les pouvoirs et on veut s'assurer qu'on va donner à nos enfants notre culture, qu'on va pouvoir leur transmettre notre culture, qu'on va pouvoir assurer notre pérennité à travers les âges, à travers l'histoire. Et c'est ça la question, à mon sens, qui est au cœur du projet indépendantiste. Et ça a toujours été ça, et ça va toujours le rester. Les autres questions, est-ce que il y a la pandémie, la mondialisation, il y a d'autres questions qui viennent un peu influencer nos débats. Bien sûr, on n'est pas une île isolée du monde. Mais pour moi, les autres questions demeurent périphérique au débat. Le cœur du débat, c'est la question de la survie du peuple québécois et de sa culture. Et donc, on sait que dans les autres provinces, l'assimilation des Canadiens français se fait à une vitesse absolument foudroyante. Et donc, évidemment, la question se pose pour nous. Alors, je me permets quand même d'insister sur le contexte néanmoins, parce que, vous le dites, le Québec n'est pas une île, et longtemps, justement, les souverainistes ont déployé un argumentaire dans les années 2000 où on cherchait à nous dire, finalement, l'indépendance, c'est la meilleure manière, dis-je, de participer à la mondialisation. C'était Bernard Landry, Jacques Parizeau, participer aux organisations internationales. Est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui, avec le scepticisme montant par rapport à la mondialisation, certains parlent même de démondialisation, est-ce que vous croyez que le projet souverainiste, le projet national, peut répondre à de telles aspirations? Est-ce que, autrement dit, il est possible de le conjuguer avec les aspirations qui traversent notre époque? Et si oui, de quelle manière? Autant je vous dirais qu'aujourd'hui, que le contexte de démondialisation n'est pas non plus une raison pour ou contre l'indépendance. Comme je vous dis, pour moi, le peuple québécois, sa survie, c'est une question qui traverse les âges, depuis la conquête, en passant par les rébellions, par l'acte d'union, par la Confédération, par la crise de la conscription, par le rapatriement de la Constitution, le référendum de 80 et de 95. C'est cette question-là de la survie du peuple québécois qui s'est toujours posée pour nous et qui va continuer de se poser pour un avenir prévisible. Donc, encore une fois, évidemment, le contexte des rébellions n'est pas le même contexte qu'aujourd'hui, mais la question sous-jacente demeure, est-ce que nous allons survivre comme peuple? Est-ce qu'il y aura toujours des gens qui vont parler français au Québec et qui vont avoir cette culture en héritage qu'on appelle aujourd'hui la culture québécoise? Alors, pour moi, le reste, c'est pas... il faut pas céder au mode où, oui, il y a des discussions sur toutes sortes de choses, absolument, mais il faut pas perdre des yeux ce qui est notre objectif fondamental, les raisons fondamentales pour lesquelles on fait ça. Moi, par exemple, évidemment, il faut critiquer le gouvernement fédéral. Et moi, je critique très souvent Justin Trudeau, comme d'autres avant critiquaient beaucoup M. Harper. Mais pour moi, la question de l'indépendance, c'est pas une question liée à celui qui est premier ministre, même si celui qui est là en ce moment, Dieu seul sait que je l'aime pas. Mais pour moi, même s'il y en a un autre après lui que je vais être un peu moins détesté politiquement, là, bien, je veux dire, je vais rester un indépendantiste, là, peu importe la couleur du gouvernement à Ottawa. Donc, faut pas voir dans les circonstances qui changent, là, des raisons disons, de varier ou comment dirais-je, pas de tergiverser, mais les raisons demeurent les mêmes. Les raisons fondamentales sont toujours là, indépendamment des circonstances. Voilà ce que je veux dire. Alors, vous avez abordé la question centrale, que je m'en voudrais de la négliger, de la laisser de côté, c'est la question du statut du français. Alors, au cœur de l'existence québécoise, il y a ce noyau existentiel qui est un pays de langue un peuple de langue et de culture française qui veut devenir un pays de langue et de culture française. On constate aujourd'hui, l'ensemble des statistiques les plus crédibles nous le disent, je pense aux travaux aussi de Frédéric Lacroix qui fait un travail essentiel sur ça, on assiste aujourd'hui à une régression véritable du statut du français, notamment à Montréal, où la majorité historique francophone à Montréal est en train de devenir une minorité, pour ne pas dire une communauté parmi d'autres. On constate aussi dans le même esprit que l'île de Laval bascule. Les deux... je viens de Laval. Rive-Nord et Rive-Sud commencent, je dirais pas à basculer, mais on sent que le mouvement est engagé aussi.
Quelles sont, selon vous, l'indépendance étant bien évidemment la mesure nécessaire en elle-même, mais quelles sont, selon vous, les mesures d'urgence, si je peux me permettre, de salut public, en quelque sorte, de salut linguistique, pour permettre, pour stopper la défrancisation de Montréal, pour renverser la tendance, pour marquer une véritable politique de francisation de la métropole, de la grande région de Montréal? Ben pour moi, la mesure essentielle, c'est la question de l'immigration. Alors, le problème, évidemment, c'est qu'on ne contrôle pas toute l'immigration. Alors, dans les dernières années, là, il faudrait voir les chiffres les plus récents, mais jusqu'aux libéraux, du moins, on recevait autour de 55 000, un peu moins que entre 50 et 55 000 immigrants par année. Là, ça tournait peut-être autour de 52 000, mais il faut comprendre que là-dedans, il y en avait 20 000 qui étaient choisis par le fédéral. Donc, bon an, mal an, même si le Québec décidait de réduire à zéro son immigration, ce qui, à mon sens, n'est ni souhaitable ni possible, ben, hypothétiquement, si on réduisait à zéro, nous, la portion de l'immigration qu'on contrôle, il va rentrer au Québec à peu près 20 000 personnes par année. Donc, nous, dans la portion que nous contrôlons, ben, on doit absolument choisir ceux qui vont bien s'intégrer. Donc, et qui vont justement renforcer le fait français. Et les autres, ben, ça ne correspond pas à notre intérêt national. Ça, c'est la mesure la plus structurante, parce que ce que vous décrivez à Laval, sur l'île de Montréal, c'est le fait, par exemple, qu'on a accepté, par exemple, beaucoup d'immigrants de l'ancien Empire britannique. Alors, moi, j'ai des commerçants là, proches de chez moi. Il y en a un qui vient d'un pays de l'ancien Empire britannique, et puis, évidemment, il est très mal intégré au Québec. Il parle pas beaucoup français, et puis, voilà. Moi, je le blâme pas d'être ici. Je veux dire, à sa place, j'aurais fait le même choix. On l'a laissé venir, il est venu. Et puis, lui-même va être le premier à dire qu'il vient d'un pays dysfonctionnel, très heureux d'être ici, etc. Moi, je blâme aucun immigrant. Mais je veux dire, pour l'avenir, on doit faire des meilleurs choix, et ça va être l'impact le plus fort que l'on peut avoir pour le français. Parce que la francisation des immigrants adultes au Québec, c'est-à-dire ceux qui sont choisis et qui ne parlent pas français en arrivant, c'est un échec total. Donc, total, parce que les gens doivent travailler, ils n'ont pas le temps d'aller prendre des cours. Il faudrait les payer pour aller prendre des cours de français. Ça devient totalement contre-productif de les faire venir au départ. Alors, s'ils ne parlent pas français, ben, je veux dire, pourquoi on les ferait venir ici? Ils ne vont pas renforcer le fait français, et donc ça n'a pas d'intérêt pour nous, pour notre intérêt national. Alors, vous évoquez la question de l'immigration. D'autres mesures sont néanmoins évoquées assez régulièrement, la question du statut des cégeps, c'est-à-dire l'extension de la loi 100 au niveau collégial, le redéploiement des ressources institutionnelles à Montréal pour faire en sorte que les institutions publiques québécoises ne contribuent pas à l'anglicisation du Québec. C'était un débat dans les années 2000, on l'a un peu oublié aujourd'hui, mais de quelle manière l'État québécois lui-même contribue à l'anglicisation des nouveaux arrivants à Montréal dans les services qu'il offre en anglais, dans les institutions nombreuses. Est-ce que vous avancez aussi sur le terrain des mesures au-delà de la baisse des seuils et de la redéfinition des critères de sélection des nouveaux arrivants? Le cégep français, la redistribution, le financement des cégeps, le financement des universités. Est-ce que sur ces questions, vous vous prononcez aussi? Je vais avoir des choses à dire au cours de la course sur ce sujet-là, du français en général, incluant le cégep français et la loi 101, mais je suis pas encore au stade où je vais faire mes annonces dans ma campagne. Alors, vous allez me pardonner, j'espère, de rester pour l'instant discret là-dessus, mais j'aurai des choses à annoncer. Mais ne soyez pas exagérément nébuleux. C'est-à-dire, je devine que vous avez quelques engagements que vous gardez pour la suite des choses, mais dans la mesure où on vous demande en ce moment, qu'est-ce qu'on fait? Le sujet revient souvent dans l'actualité, on le voit, les institutions elles-mêmes anglicisent. Donnez-nous quand même quelques idées des mesures nécessaires. Donc le cégep français, vous avez déjà exprimé des réserves par rapport à ça. Vous n'êtes pas le seul. Dans le mouvement souverainiste, il y avait toujours une minorité qui portait ce projet, mais il y avait des réserves globalement. Vous aviez des réserves, est-ce que vous les avez toujours, par exemple, par rapport au cégep français? Par rapport au cégep français, j'ai des choses à dire, justement. Alors que je vais pas les dire, justement, sur ce point-là en particulier, mais j'aurais des choses à dire là-dessus, c'est certain. Mais je m'étais déjà exprimé et j'avais dit que, étant de la loi 101 dans les cégeps, ça va être un immense effort politique, là. Ça va être une grosse bataille politique qui va donner certains résultats, oui, mais aucune commune mesure avec réduire l'immigration. Alors, moi, je pars dans l'idée qu'au Parti québécois, on peut prendre le pouvoir à la prochaine élection. Je suis pas ici pour dire on va essayer de passer de 9 députés à 18 la prochaine élection. Alors moi, je raisonne comme quelqu'un qui peut prendre le pouvoir, parce que je crois que nous pouvons prendre le pouvoir.
Alors moi, si j'étais élu, donc on aurait le chantier immigration, on aurait le chantier constitution, je vais avoir des mesures annoncées sur le français, donc je me garde de toutes les annoncer en même temps. Et comme je l'ai déjà dit dans le passé, étant la loi 101 dans les cégeps, ça va être une grosse bataille qui est pas celle qui est la plus payante, à mon sens, pour le français. Mais encore une fois, j'ai pas fermé la porte complètement à ça non plus, mais j'aurais des choses à dire. Mais autrement dit, un gouvernement peut pas se lancer sur tous les fronts, là. Je veux dire, il y a une certaine énergie qu'on peut consacrer à différents dossiers. Et puis, la meilleure façon d'échouer, c'est de se lancer dans 50 directions en même temps. Et là, vous allez réussir nulle part. Donc, moi, je considère que ce que je vais avancer, ce que j'ai déjà avancé, ça va déjà être très, très prenant dans un éventuel premier mandat. Du moins, je l'espère. Donc, mais il y aurait des choses à faire aussi au niveau de la loi 101, de façon plus générale, dans les milieux de travail. Il y aura des choses à faire, je pense, aussi au niveau de la façon dont l'État communique avec les Québécois. J'aurais des choses à dire aussi là-dessus. Et puis il y aura des choses aussi à dire sur faire en sorte que les anglophones du Québec parlent plus français. Il y a encore beaucoup d'anglophones qui ne parlent pas français au Québec, des anglophones du Québec. Et évidemment, quand vous avez des unilingues, ben, ça ne permet pas au français d'être la langue collective, la langue commune. Donc, quand il y a des ça aussi, je pense que ça, c'est des mesures que j'aurais des choses à proposer dans ce sens-là. Alors, il nous reste quelques minutes. J'aimerais revenir sur un thème qui me semble... Je conserverai une dernière question sur votre stratégie pour que le Parti québécois puisse gagner les prochaines élections. Mais avant ça, vous êtes revenu souvent ces derniers temps sur la question de ce qu'on appelle le Québec bashing, hein, c'est-à-dire cette espèce de complaisance dans le discours public lorsqu'on peut s'essuyer les pieds sur le Québec, et c'est même vu comme une marque de progrès. C'est tout à fait légitime de s'essuyer les pieds sur le Québec. Est-ce que vous sentez que ce Québec bashing-là est renaissant, à moins qu'il ait jamais disparu complètement, non, mais il retrouve une vigueur aujourd'hui au Canada anglais et trouve même de l'écho peut-être au sein même de la société québécoise, comme si la légitimité même du nationalisme québécois était compromis, comme si le nationalisme québécois relevait aujourd'hui du suprémacisme ethnique? Ben, si vous voulez, on a toujours au Canada anglais et dans chez les alliés du Canada anglais au Québec, au sein de la communauté anglophone par exemple, on a toujours voulu discréditer le nationalisme québécois. Alors évidemment, les critères pour discréditer le nationalisme québécois ont changé au cours des âges, au cours des années. Mais avant, c'est parce qu'on était des catholiques, on écoutait le pape. Alors ça a été une des raisons pour laquelle notre nationalisme était tout à fait déplorable. On pouvait à la limite on tolérait un peu le Québec là, comme une province bilingue catholique, là, mais guère plus, là, si vous voulez. Après ça, ben évidemment la loyauté, on n'était pas loyal à l'Empire britannique là, durant les 2 guerres mondiales, les 2 crises de la conscription, et puis après ça, ben quand il y a eu la loi 101, on s'est fait taxer d'être justement des intolérants, des toutes sortes d'épithètes, parce qu'évidemment, on voulait imposer le français au Québec. Quoi, c'est terrible. Hein? Les Québécois veulent imposer le français au Québec. C'est inacceptable. Donc là, on se faisait traiter d'être, toutes sortes de comparaisons. Combien de fois les leaders du Parti québécois ont été comparés à des nazis, incluant Jacques Parizeau, dont la première femme était une survivante de l'Holocauste. C'est incroyable. On a dans des publications sérieuses, des gens ont comparé Parizeau à un nazi. C'est complètement... il y a une poursuite judiciaire, là, il y a quelques années de ça déjà. Mais alors, c'est la même cassette qu'on nous sert. Tous les arguments. Alors, dès que le mot racisme systémique est apparu avec George Floyd, là, la première chose qu'on a dit de la loi 21, c'est que c'était du racisme systémique. Alors voilà, c'est toujours la même chose. Ceux qui refusent l'existence d'un Québec distinct, ceux qui refusent l'existence de la diversité canadienne incarnée par le Québec, alors ces gens-là vont utiliser tous les arguments au fil leurs arguments vont évoluer dans le temps, mais c'est toujours la même dynamique où on dénonce le Québec. Alors moi, je veux dire, j'ai lu il y a 2 ans un livre sur la crise de la conscription de 1917, puis c'était là, pour moi, il y a c'est pas tout le monde qui pense de la même façon qu'en 1917, mais je veux dire, il y a une intolérance, il y a un fil conducteur, là, voilà. Quand le Québec fait un choix différent du reste du Canada, en 1917, c'était le refus de la conscription, eh bien là, c'est inacceptable.
le Québec choisit la laïcité au lieu du multiculturalisme canadien, ça c'est inacceptable. Donc, quand on affirme nos choix collectifs, il y a toujours du Québec bashing et on doit dénoncer ça. Alors, on peut ne pas être d'accord avec la loi 21, mais ça fait pas de nous des parias de la terre, ça fait pas de nous des suprémacistes blancs, toutes sortes d'épithètes de ce genre. Alors, on en arrive à ma dernière question. La question qui tue. J'espère que non. La question qui vous fait vivre. Alors, on regarde en ce moment tous les sondages. Et dans la mesure où les sondages nous disent un peu quelque chose de vrai néanmoins, c'est l'existence même du Parti québécois qui est compromise aux prochaines élections. Le Parti québécois aurait 4 députés selon les projections électorales actuelles. Le Parti québécois a un électorat qui semble en régression. Le Parti québécois, autrement dit, son existence même est compromise. On compare quelquefois son sort à celui de la défunte Union nationale. Alors que Frédéric Bastien est élu à la chefferie du Parti québécois dans quelques mois, que faites-vous? Comment réussissez-vous à convaincre, sachant que c'est pas simplement un effet magique, comment réussissez-vous à convaincre suffisamment de nationalistes québécois de rejoindre le Parti québécois, non seulement pour passer de 9 à 20 ou à 22 députés, ce qui serait déjà un immense succès, soit dit en passant, mais pour redevenir un gouvernement majoritaire? Moi, je pense que la CAQ a demandé des pouvoirs pour étendre la loi 101 aux entreprises à charte fédérale. La CAQ voulait un rapport d'impôt unique. La CAQ a demandé plus de pouvoir aussi en environnement. La CAQ a formulé certaines demandes en immigration, plus de pouvoir en immigration également. Et donc, moi, ce que je constate, c'est que la CAQ n'a rien obtenu. On est à peu près à la mi-mandat de la CAQ, un petit peu moins. Qu'est-ce que la CAQ a obtenu du gouvernement fédéral ou des autres provinces, ou bref, 0,000. Donc, la CAQ n'a pas du tout été sérieuse quand elle s'est présentée aux élections. Et là, M. Legault a fait une espèce de petite danse folklorique pour dire « je veux défendre le Québec, là, oui, hein. » Et puis voilà, et on bombe le torse, là, puis on se gonfle à l'hélium, puis ça s'est dégonflé. Je veux dire, et c'est ça la réalité. C'est que la CAQ, non seulement la CAQ n'a rien obtenu, elle n'a même pas livré bataille. Elle n'a pas livré bataille. M. Legault n'a pas fait la bataille pour avoir des pouvoirs pour la loi 101 aux entreprises fédérales. Il n'a pas fait la bataille pour avoir un rapport d'impôt unique. Il n'a pas fait la bataille pour avoir plus de pouvoir en immigration. Il n'a pas fait la bataille pour avoir plus de pouvoir en environnement. Il n'a rien fait dans ce dossier. Et moi, ce que je veux expliquer aux Québécois, dans les 2 années qui vont suivre l'élection du chef, si c'était moi le chef, jusqu'à l'élection, donc de 2020 à automne 2020 à automne 2022, je vais dire aux Québécois, regardez ce que la CAQ fait pour gagner des pouvoirs, mais ils font rien. Puis si jamais ils décidaient de changer d'idée et qu'ils faisaient quelque chose, j'en serais très heureux, on les appuierait. Mais pour l'instant, ils n'ont aucune velléité, ils n'ont rien fait. Frédéric Bastien, je vous remercie infiniment pour votre passage aux Idées mènent le monde et bonne chance pour la suite des choses. Merci. Chers auditeurs des Idées mènent le monde, vous pouvez faire connaître le balado sur vos réseaux sociaux en partageant les épisodes que vous aimez. Cela nous donne à chaque fois un fier coup de main pour faire découvrir le balado. Ainsi, si vous écoutez sur une autre plateforme que Cube Radio, laissez-nous un commentaire. C'est encore une fois un geste qui nous permet de faire connaître la série au plus grand nombre. Merci à vous d'être à l'écoute. Vous pouvez me suivre sur Twitter et sur Facebook. Vous pouvez également lire mes chroniques chaque mardi, mercredi, jeudi et samedi dans le Journal de Montréal. Et chaque semaine, vous pouvez me suivre à la Joute à TVA. Animation et recherche, Mathieu Bock-Côté. Réalisation, Anne-Sophie Carpentier. Une production Cube Radio.